Salut à tous. Aujourd'hui, on va examiner un autre cas horrible ensemble. Aux confins de la mer Égée, où l'horizon semble infini et l'eau touche le ciel, le Royal Caribbean naviguait. George Smith et Jennifer, jeunes mariés, étaient sur le pont, le vent dans les cheveux, admirant cette nature majestueuse. La mer Égée s'étalait devant eux, promesse d'une vie pleine d'aventures. Le 5 juillet 2005, vers 8 heures, pont 7 du Royal Caribbean, Emily Rouche, 16 ans, de Chicago, se préparait pour la journée. Par sa fenêtre, Emily remarqua quelque chose d'étrange qui l'alarma. Elle vit ce qui semblait être du sang étalé sur l'auvent protégeant le canot de sauvetage. Près du bord, elle vit une tache de sang, comme si quelqu'un de blessé était tombé là avant de disparaître par-dessus bord. Emily, troublée par cette découverte, s'empressa de signaler ces étranges empreintes au personnel du paquebot. D'autres passagers des cabines voisines ont aussi découvert ces signes inquiétants. Une vive discussion s'engagea sur le pont 7 à propos de ce qui avait pu se passer. Ainsi débuta une histoire qui fit la une des journaux internationaux peu après qu'un jeune couple eut embarqué pour sa croisière de noces en Méditerranée. Le bonheur des jeunes mariés fut brutalement interrompu par un événement inexplicable survenu dans la cabine 9062. Les versions des faits, variées et confuses, évoquaient un accident, l'enquête devenant un casse-tête pour la police. Les indices à bord pointaient vers plusieurs suspects, chacun cachant ses secrets. Beaucoup sur le paquebot semblaient en savoir plus qu'ils ne voulaient dire. Que s'est-il vraiment passé cette nuit sombre à bord? C'est ce que se demandent enquêteurs, journalistes et tous ceux qui suivent cette affaire. George Smith était un jeune homme joyeux, curieux et brillant. Il est né dans la petite ville de Greenwich, Connecticut. Son enfance fut heureuse, pleine de joie familiale. Pour George, la famille passait d'abord. Son père, George Smith Sr., possédait et gérait un magasin d'alcool. L'entreprise familiale n'était pas qu'un travail, mais une vraie passion. En 2000, le jeune George Smith finit ses études de commerce au Babson College, Massachusetts. Après son diplôme, il a bossé quelques années à Boston comme analyste en data mining, mais son cœur a toujours appartenu à l'entreprise familiale. Après mûre réflexion, George a décidé de rentrer aider ses parents à gérer le magasin. Sous la tutelle de son père, il allait apprendre les ficelles du business familial pour reprendre la boutique plus tard et permettre à ses parents de profiter d'un repos bien mérité. En 2002, lors d'une réunion entre potes, George Smith a rencontré celle qui deviendrait sa moitié. Jennifer, aussi du Connecticut, venait de décrocher un poste d'instit en primaire. Elle était brillante, belle et ambitieuse, tout comme George. Les jeunes sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. Les parents de George étaient aussi enchantés par sa chérie. 3 ans plus tard, en 2005, à 26 ans, le couple a décidé de se marier et de tourner une nouvelle page. Ils ont célébré leur mariage au Castle Hill Inn, à Newport, Rhode Island, avec une cérémonie en bord de mer, un lieu parfait pour cet événement si important dans leur vie. Après la cérémonie, les jeunes mariés sont partis en croisière, sur un luxueux navire de Royal Caribbean. Le voyage de 12 jours les a menés sur les eaux magnifiques de la mer Égée. Partis de Barcelone le 29 juin, ils ont fait escale sur la côte d'Azur et le long des côtes italiennes. À bord du paquebot, George et Jennifer se sont vite liés d'amitié avec un couple et un jeune Californien nommé Askin. Josh Askin, 20 ans, avec son humour vif, a rapidement conquis George, et le joyeux groupe aimait passer du temps ensemble. Le 1er juillet, quand le paquebot a mouillé près des côtes italiennes, ils ont décidé de descendre à terre ensemble pour s'amuser. Toute la journée, les jeunes ont exploré l'île, flâné dans les ruelles de la vieille ville, nagé dans la mer Égée cristalline et savouré la cuisine locale. Heureux et enjoués, ils profitaient de la compagnie des uns et des autres et de l'ambiance de ce lieu magnifique. Mykonos a laissé des souvenirs inoubliables et ils prévoyaient de continuer la soirée ensemble sur le pont du paquebot. Après un dîner romantique, George et Jennifer ont retrouvé leurs amis sur le paquebot. La joyeuse bande s'est unie pour rire et se souvenir de ce coin exotique du monde. La soirée était remplie de rires et d'excitation. Après des amuse-bouches et des cocktails, les mariés et Josh Askin sont allés au casino du paquebot. George et Josh se sont amusés à la table de craps. Ils s'y sont divertis, tandis que Jennifer jouait au poker. En fin de soirée, les mariés avaient perdu gros sans regret. Ils ont ri de leur perte. C'était leur lune de miel après tout. Après la fermeture du casino, les amis ont continué la fête. La dernière vidéo de George a été prise vers 2h30 du matin
par une des caméras de sécurité du paquebot. On le voit quitter le casino, mais pas forcément retourner à sa cabine. Le 5 juin 2005, sur l'île de Mykonos, un mystère commençait à se tramer. George Smith, 26 ans, jeune marié en croisière en mer Égée avec sa femme Jennifer, a disparu. Hier soir, George aurait profité activement de l'ambiance festive et luxueuse du paquebot. Tout semblait anodin cette nuit-là, mais la suite s'est avérée bien plus sombre. Le capitaine a inspecté la cabine et le pont, où d'étranges empreintes avaient été découvertes. La cabine était vide. Les indices trouvés suggéraient qu'un incident grave s'était produit. La disparition des jeunes mariés semblait liée à un acte violent. La nouvelle s'est vite répandue parmi tous les passagers du paquebot. L'alerte a été donnée à bord du navire. Les passagers étaient troublés par ces événements étranges. Le pont 7 a été bouclé. Personne ne pouvait entrer ou sortir des cabines. L'équipage a fouillé minutieusement le paquebot, espérant retrouver George et Jennifer disparus. Après la découverte de sang, les jeunes mariés semblaient avoir mystérieusement disparu. L'officier supérieur se rendit à leur cabine pour élucider la situation. Les indices suggéraient que George aurait pu tomber par-dessus bord. De l'autre côté du navire, la recherche du jeune couple se poursuivait. À 10 heures, Jennifer fut trouvée au spa, profitant d'un massage réservé. Son visage exprimait une profonde surprise et inquiétude. Elle ignorait où était son mari, ne l'ayant pas vu depuis la veille. Jennifer dit qu'à son réveil, son mari n'était pas là. D'abord, ça ne l'inquiéta pas, car il avait passé la nuit avec des amis, et le matin, il était dans une autre cabine. Alors elle ne le chercha pas, mais alla au spa, sans s'inquiéter de son absence. À midi, les autorités turques sont montées à bord pour lancer une enquête. Le capitaine a rassuré les passagers inquiets, expliquant que ces événements inhabituels exigeaient la coopération des autorités locales. Il a souligné que c'était nécessaire pour clarifier la situation et a exprimé l'espoir d'une résolution rapide. Les policiers ont commencé par interroger Jennifer, l'épouse de l'homme disparu. Son agitation et son manque d'informations sur son mari ont fait d'elle la principale suspecte. Elle a dit n'avoir pas vu George depuis la veille et que des hommes en blanc du Royal Caribbean étaient venus lui annoncer que son mari était peut-être tombé par-dessus bord. Ils ont aussi remarqué des traces de sang sur l'auvent du bateau, ne laissant plus de place au doute. Quelque chose de terrible était arrivé à George. Les enquêteurs ont scruté la cabine 9062 du navire de croisière. Cette cabine était un vrai désordre, peut-être le résultat d'une fouille hâtive ou même d'une bagarre. Dans la salle de bain, du sang sur le tapis et la serviette et des empreintes sur la rambarde du balcon. Les enquêteurs turcs ont aussi trouvé 2 petites taches de sang sur la literie, d'environ 2 cm. Ces échantillons ont été identifiés. Le sang appartenait à George. Tout indiquait que George avait subi un traumatisme dans la cabine avant sa disparition mystérieuse. Les enquêteurs ont remarqué une chaise sur le balcon, déplacée pour s'asseoir près de la rambarde. Ils ont trouvé des marques sur la rambarde, comme si quelqu'un s'y était assis. Cela a éveillé des soupçons, même chez le capitaine, que George aurait pu tomber du balcon. Mais la haute rambarde et le sang sur l'auvent et dans la cabine ont éveillé des soupçons de meurtre. Les enquêteurs ont reconstitué la soirée, cherchant à savoir qui était avec George et ce qui a mené à ce drame. L'enquête débutait, mais on voyait déjà une affaire complexe et sombre, pleine de mystères et de rebondissements. Les autorités turques, en montant à bord, ont d'abord interrogé le groupe de garçons avec qui les mariés avaient passé la soirée. L'affaire restait mystérieuse, et chaque détail pouvait être crucial pour résoudre l'énigme. Les membres du groupe ont révélé que George et Jennifer avaient trop bu cette nuit-là. D'après eux, George était ivre. Ils l'ont aidé à regagner sa cabine, l'ont couché, déchaussé, puis laissé seul. Ils ont aussi dit ne pas avoir trouvé Jennifer, supposant qu'elle était rentrée plus tard. Cependant, le témoignage de Josh Askin présente plusieurs incohérences. Il a notamment affirmé avoir vu Jennifer partir avec Lloyd, un employé du casino. Josh pensait qu'ils avaient une liaison passionnée, ne cachant pas leurs sentiments devant George. Mais les vidéos montrent qu'à 3h30, Jennifer est partie en titubant, laissant George avec ses nouveaux amis. Les données de Lloyd indiquent qu'il est rentré à 3h25, confirmé par sa copine qu'il a réveillé en entrant. Ces contradictions ont soulevé des questions et fait penser que Josh cachait peut-être des détails importants. L'enquête avançait, chaque détail ajoutant du mystère à l'affaire. Greg Rosenberg, 19 ans, profitait d'une croisière avec sa famille et ses amis. Parmi eux, son cousin Zach Rosenberg et son ami proche Rostislav Kaufman. Tous trois, malgré leurs racines russes, avaient des passeports américains et vivaient à New York. Tout a commencé au casino, où Jennifer et Greg ont tenté leur chance au poker. Le jeu a duré tard. À la fermeture à 2h30, le groupe a décidé de continuer la fête. Ils sont allés en boîte,
continuant à danser et à boire. Lloyd Botta, le directeur du casino, a été vu avec eux. Il s'est joint à la fête pendant que les jeunes continuaient à s'amuser. Ensuite, les récits des témoins divergent, le groupe se dispersant peu à peu vers leur cabine. Déjà tard dans la nuit, les gars étaient clairement ivres et bruyants. Selon les règles en vigueur sur le navire, il a été décidé de bloquer le service pour ces personnes bruyantes, au comportement déplacé, et quand le personnel a refusé de servir 2 clients ivres, les jeunes se sont rappelés qu'ils avaient avec eux une bouteille d'absinthe achetée lors d'une balade sur l'île de Mykonos. Pourtant, les passagers ne pouvaient pas boire leur propre alcool. À un moment, Josh retourne à sa cabine sur le même pont, chercher une bouteille spéciale d'absinthe qu'il avait en tête. On apprend plus tard que l'absinthe était très forte, avec plus de 70% d'alcool, en faisant l'un des alcools les plus forts. George décide d'aider son pote et cache la bouteille dans la ceinture de son short. Après 3 heures du mat', quand le bateau était silencieux, un agent d'entretien vigilant remarque un truc bizarre. Un groupe de jeunes, dont Greg, Zach, Rostislav, Josh et George, buvaient leur bouteille d'absinthe. Cet incident n'est pas passé inaperçu et est devenu un autre élément de l'enquête. Cependant, ce n'était pas que les hommes qui étaient ivres ce soir-là. Jennifer, sobre et calme au début, a commencé à changer visiblement. Elle titubait et s'est même appuyée sur Lloyd, le directeur du casino. Son comportement a été interprété différemment par les témoins. Certains pensaient qu'elle perdait l'équilibre, d'autres qu'elle flirtait. Ce qui s'est passé ensuite entre les jeunes époux reste flou. Selon des témoins, il y a eu un conflit dans le couple. Peut-être discutaient-ils de la soirée, mais Jennifer a frappé George. On ne sait pas si c'était pour jouer ou par colère. Après cela, Jennifer a quitté la discothèque. Vers 3h30, Jennifer, ivre, est partie en laissant George avec ses amis. Ce moment a été le tournant de la nuit. Les témoignages du personnel ont été cruciaux pour révéler les détails de l'incident. Jennifer, titubant dans le couloir, a attiré l'attention du concierge, qui avait vu les jeunes hommes boire de l'absinthe. Il l'a soutenue, aidée à l'ascenseur, et l'a vue tourner à droite en arrivant à son étage. Cependant, il y avait une étrange anomalie. Sa cabine était à gauche, mais elle est partie dans la direction opposée. Jennifer a été retrouvée plus tard endormie dans le couloir, loin de sa chambre. 2 gardes et une agente ont utilisé un fauteuil roulant pour la ramener à sa cabine. À leur arrivée, l'horloge indiquait déjà 4h52, mais George n'était pas là. Les rideaux du balcon étaient tirés et restaient immobiles, malgré la brise. Cela a soulevé des questions. George a-t-il pu sortir seul sur le balcon après que ses amis l'aient laissé au lit? Le chef adjoint de la police Chet Hyman et sa femme, dans une cabine voisine, ont été témoins des événements. Le couple dormait depuis un moment, mais à 4h du matin, un bruit sur leur plancher les a réveillés en sursaut. Ils ont d'abord entendu du vacarme venant de la cabine 9062, où logeaient les jeunes mariés. Chet Hyman a aussitôt appelé le service client pour signaler le bruit. Il a aussi frappé au mur et crié aux voisins, ce qui a provoqué un bref silence. Puis, des voix fortes ont repris pendant environ 3 minutes. Soudain, une violente dispute a éclaté sur le balcon. Chet et sa femme ont entendu quelqu'un répéter « bonne nuit » comme pour chasser des gens de la cabine. Ensuite, des bruits de meubles déplacés, puis un grand bruit sourd comme un objet qui tombe. Chet Hyman a décidé d'aller voir ce qui se passait et a ouvert la porte. Il a vu 3 hommes qu'il n'a pas pu identifier. D'autres passagers ont aussi entendu un bruit sourd, comme un corps heurtant le toit du bateau, suivi d'un cri féminin. Mais aucun témoin n'avait de preuves formelles qu'une femme était dans la cabine à ce moment-là. Selon des témoins, 4 jeunes hommes sont entrés dans la cabine, mais seulement 3 en sont ressortis visiblement. La question se pose, l'un d'eux serait-il resté pour voler les jeunes mariés, peut-être enrichi par le casino? L'hypothèse d'une tentative de vol raté semble la plus plausible. Cependant, Greg, Zach et Rostislav ont des alibis, étant dans une autre cabine peu après que Chet Hyman ait vu les 3 inconnus. Les logs de la carte clé confirment leur entrée à 4h05. Mais pas de seconde entrée enregistrée selon leurs témoignages. Plusieurs théories existent sur ce qui est arrivé à George Smith. Première version, le vol. L'hypothèse d'un vol est l'une des principales théories. Apparemment, George et Jennifer se sont vite enivrés ce soir-là. Mais selon les témoins,
il semblait assez sobre. En quittant le casino à 2h. À 3h30, ils ne pouvaient de plus regagner leur cabine seuls, suggérant une prise de drogue. Des témoins disent qu'ils parlaient ouvertement de grosses sommes d'argent, cadeaux ou gains. Les montants variaient, mais tous estimaient leur fortune à des dizaines de milliers. Ils auraient donc pu être victimes d'un vol. La montre Breitling de George et la bague de Jennifer indiquaient leur richesse. Leurs quartiers ont peut-être été fouillés pour trouver cet argent. Le sang sur le drap pourrait venir du ravisseur tentant de voler la montre de George. Deuxième version, l'effet de l'alcool. La seconde version concerne les effets de l'alcool et des hallucinogènes. Le capitaine, informé de l'ivresse et des traces sur le balcon, a supposé un accident. Par exemple, lors d'une bagarre, George serait tombé par-dessus bord. On s'interroge sur les hallucinations et leurs dangers liés à l'absinthe. Les toxicologues soulignent l'importance de la concentration en thuyone. L'absinthe est vendue en Europe, mais sa concentration est limitée par l'UE. Dans l'absinthe vendue légalement, la concentration de thujone est si faible qu'elle ne peut pas causer d'hallucinations. Cependant, l'absinthe illégale à forte concentration, trouvée au marché noir, pourrait théoriquement provoquer des hallucinations. Peu probable ici, car l'absinthe achetée par les Smiths en Europe était officielle et n'aurait pas pu causer de tels effets. Selon les experts, pour avoir des effets hallucinogènes avec l'absinthe légale, il faudrait en boire une quantité énorme, si grande qu'elle serait à peine tolérable pour le corps, menant probablement à une intoxication alcoolique mortelle. Donc, l'hypothèse de l'influence de l'alcool et des hallucinogènes semble peu probable et manque de preuves solides. L'interrogatoire des suspects dans l'affaire Smith est une étape cruciale de l'enquête. Les agents du FBI ont interrogé au polygraphe plusieurs personnes clés, dont Jennifer et le directeur du casino Lloyd Botha. Tous deux ont réussi le test avec succès. Cependant, Josh Askin a échoué à l'interrogatoire polygraphique. Cela peut indiquer des secrets sur la disparition de George ou résulter de tactiques d'interrogatoire spéciales. Une vidéo montrait 3 hommes, dont des Russes, plaisantant sur l'incident. Cette vidéo s'est avérée être une preuve cruciale, prise en compte par le FBI. Un homme non identifié a dit « On lui a donné une leçon de parapente sans parachute ». Cette phrase pourrait faire allusion à un incident ou une blague impliquant George. En 2009, Greg, Zach, Rostislav et Josh Askin ont été interrogés par le FBI sur la mort mystérieuse de George Smith. Zach Rosenberg et Josh Askin ont refusé de répondre et invoqué le 5e amendement qui protège contre l'auto-incrimination. Leur témoignage est resté flou, semblant incapable ou réticent à donner un compte-rendu complet des événements. L'enquête Smith a aussi été influencée par Greg Rosenberg, un des jeunes présents ce soir-là. Il affirme qu'ils ont commandé à manger dans leur cabine, un alibi clé pour les Russes. Cependant, cette affirmation est contestée. Les registres du navire ne confirment pas ces commandes, et le service était bloqué la veille. Le personnel avait même reçu l'ordre de ne rien leur fournir cette nuit-là. Greg ne peut pas dire qui exactement dans la cabine aurait passé ces commandes. Interrogés sur George et Jennifer, les témoins ont donné des réponses variées selon leurs observations. Greg a dit que l'alcool rendait difficile de juger la relation des jeunes mariés. Il a souligné que tout le groupe était très ivre. Son témoignage ne permettait pas de conclure sur la nature de leur relation. Josh Askin a dit que Greg avait quitté la cabine après avoir commandé à manger. Greg a nié cette affirmation, disant qu'il n'était jamais parti. Ces contradictions ont compliqué l'enquête, nécessitant plus de vérification. Greg a dit n'avoir aucune info sur l'implication de Jennifer ou Lloyd dans la disparition, mais il insiste que l'événement n'était pas accidentel. Il affirme qu'un truc fou s'est passé, qui sera révélé tôt ou tard. En décembre 2019, Greg Rosenberg a été tué et son meurtre reste non élucidé. La police examine un lien possible entre son meurtre et la mort de George Smith. La disparition mystérieuse de George Smith est devenue une énigme qui a bouleversé sa famille. L'affaire s'est compliquée et l'attitude des proches après ce drame a attiré l'attention du public et de la police. La famille Smith a continué de presser les autorités, exigeant que la vérité et la justice éclatent. L'enquête sur la disparition de George a été transférée du FBI du Connecticut
au bureau de New York. Leur ténacité et leur habileté à capter l'attention médiatique n'ont donné que peu de résultats. Pour percer ce mystère, la famille a offert 100 000 $ pour toute info menant au coupable. Ils ont appelé au boycott de l'armateur, soupçonné de dissimuler l'incident pour préserver ses profits. La relation entre les parents et Jennifer, la jeune épouse de George, s'est détériorée. Après l'incident, son comportement a fait l'objet d'un examen minutieux. En public, elle paraissait trop calme, trop maîtrisée. Sa réticence à partager des informations a éveillé les soupçons. Elle disait suivre les instructions du FBI et ne faire que ce qu'on lui demandait. La famille Smith a perdu confiance en Jennifer quand elle a accepté $1 million pour régler l'affaire. Ce geste leur semblait une trahison et une fuite face aux accusations contre les organisateurs. Les Smith, déçus par l'opacité de l'enquête turque, ont jugé que Jennifer avait trop vite accepté l'offre. Ils étaient convaincus que Jennifer cachait quelque chose et ne montrait pas assez d'intérêt pour découvrir ce qui s'était passé. Jennifer elle-même affirmait ne se souvenir de presque rien cette nuit-là, après 2h30 du matin, et ignorait même que le personnel du navire l'avait trouvé dans le couloir et ramené à sa cabine. L'enquête turque n'a pas satisfait la famille Smith ni leur quête de justice. Sceptiques des conclusions officielles, ils ont décidé d'agir eux-mêmes et ont fait appel à Henry Lee, un expert médico-légal indépendant. Henry Lee a mené des études dans la cabine et sur le balcon, non incluses dans l'enquête officielle. Ces recherches révéleraient des infos clés sur l'incident et pourraient confirmer l'une des deux hypothèses, meurtre ou accident. Selon Henry Lee, la hauteur du balcon rend une chute accidentelle peu probable. Ça aurait pu être un tiers poussant George, ou lui-même, dans un état de folie, grimpant sur la chaise et tombant. Cependant, cette dernière version a soulevé beaucoup de questions et de doutes. L'expert voulait simuler la chute avec un mannequin, mais le propriétaire du paquebot a refusé. La famille de George pense que c'était pour entraver leurs efforts pour découvrir la vérité. Henry Lee a enquêté dans la cabine, sur le balcon et le bateau, mais les résultats sont restés secrets. Pendant ce temps, le FBI est intervenu et a commencé sa propre enquête. Beaucoup de leurs découvertes restent également secrètes. Le FBI s'est concentré sur les 4 jeunes avec George, Josh Askin et les Russes Greg, Zach et Rostislav. Leur témoignage contredisait largement celui des autres, rendant l'affaire étrange et confuse. La disparition de George Smith reste un mystère profond, entouré d'énigmes et de zones d'ombre. Malgré une longue enquête et diverses théories, sa famille et ses proches cherchent toujours la vérité. D'abord suspects de Jennifer, ils ont cru son innocence et ont augmenté les dommages réclamés. La famille s'est partagé cette somme et a obtenu les résultats de l'enquête, incluant témoignages et autres infos. Jennifer, gardant le souvenir de son premier mari, s'est dévouée à des œuvres caritatives en son honneur. Quelques années plus tard, elle s'est remariée. Malgré les efforts du FBI, ils n'ont jamais découvert la vérité, ni retrouvé le corps de George. Finalement, l'affaire a été classée et l'incident qualifié d'accident. Le FBI a conclu qu'il manquait de preuves pour continuer l'enquête, selon leur déclaration officielle. Le mystère de la disparition de George Smith reste non résolu. Sa famille cherche toujours des réponses sur la cause de sa mort. Ne pas pouvoir se recueillir sur sa tombe est douloureux, mais ils espèrent un jour résoudre ce mystère. Merci d'avoir regardé les amis. Abonnez-vous à la chaîne, plein d'histoires choquantes vous attendent.